Bonjour, je suis présidente du SAGE Loire-Amont, c'est-à-dire le schéma d'aménagement de gestion des eaux de la Loire-Amont, du Mont-Gerbier-de-Jonge jusqu'à Basson-Bassé, donc 180 communes près des sources. L'objectif de ce film, c'est de vous montrer toutes les bonnes pratiques qui existent déjà et qui sont mises en œuvre par les acteurs, ici les acteurs locaux, que ce soit des industriels au niveau de leurs procédés pour utiliser moins d'eau, que ce soit des agriculteurs. C'est aussi vous donner des pistes pour la maison. C'est aussi vous parler des syndicats des eaux ou du CICALA qui agissent aussi avec la Fédération de pêche sur la continuité écologique. Voilà, toutes ces bonnes pratiques, elles existent. Il faut qu'elles se multiplient. Les statistiques nous donnent un petit peu le montant d'une consommation d'une personne. Donc en euros, c'est 177 € par an et sur une consommation de 60 mètres cubes par an. Mais ce qui n'est pas inintéressant, c'est de voir un peu l'empreinte eau. Alors c'est les transports, c'est les produits, l'élaboration des produits, etc. Et là, on arrive à une empreinte eau de 1875 mètres cubes par personne. Donc je crois que la responsabilité est plus large et on se doit d'améliorer les circuits, d'améliorer les process aussi et d'essayer de consommer des produits locaux. On consomme dans tous les compartiments de la vie, donc par l'alimentation, mais également aussi dans la consommation de l'habitation et accessoirement à l'extérieur, sur le jardinage, sur le lavage des voitures, etc. etc. On porte un peu la consommation de l'eau au robinet plutôt que de l'eau en bouteille. C'est 65 fois plus cher et surtout au niveau environnement, l'effet de serre, c'est 360 fois plus que l'eau du robinet. Au niveau de la salle de bain, un bain est à éviter puisqu'on consomme 3 fois plus qu'une douche. Au niveau des toilettes aussi, qui est un gros poste, qui ne paraît pas comme ça, mais il y a maintenant des mécanismes qui permettent de réduire par deux un peu la consommation de chaque chasse. Pourquoi utiliser des produits qui coûtent cher, qui polluent, alors qu'avec des produits très simples, en fait, on peut faire tout son ménage, à la maison, au garage, partout, sans polluer. Alors régulièrement, j'organise des ateliers sur différents thèmes. Aujourd'hui, on va voir comment on fait sa lessive avec des copeaux de savon, mais ça peut être aussi sur d'autres produits, sur le savon noir, sur le bicarbonate de soude. C'est que c'est des produits qui sont efficaces, qui nettoient très bien, qui sont écologiques, qui ne polluent pas, parce que c'est pas anodin ce qu'on vide dans nos éviers ou ce qui va dans les rivières après. Et c'est super économique, donc pourquoi se priver de ça? Et alors souvent, je dis à mes clientes, le message souvent que je leur dis, c'est le propre ne sent rien. Nous gérons une commune de 2800 hectares concernant la superficie totale, 3600 habitants. Et nous avons de nombreux villages. Tous ces villages nécessitent des entretiens réguliers et un investissement personnel et en matériel important. Pour le respect de l'environnement, de la biodiversité, nous avons donc mis en place des pratiques plus vertueuses. Le zéro phyto, bien avant la loi. Nous avons aussi mis une gestion de l'eau concernant nos arrosages avec des techniques mécaniques. Nous, globalement, on est satisfait. On est moins, on va dire, exposé aux produits chimiques. Moi, je conseille quand même d'aller dans ce sens-là, parce qu'on a la conscience de laisser le sol à nos enfants en bon état. Et même pour l'utilisateur, c'est quand même mieux de bosser dans des conditions sans produits chimiques. La décision de ne plus prendre des produits phytosanitaires a été prise dès notre arrivée aux commandes de la commune. Donc il a fallu trouver des alternatives. Alors là, on s'est appuyé sur une équipe de salariés des espaces verts qui a été très réceptive et ça a permis de changer nos méthodes de travail. Déjà le fait de pailler, de recouvrir les massifs, la terre des massifs, ça diminue les besoins d'eau en plein été. Mais sur notre consommation d'eau pour l'arrosage, c'était sur les terrains de sport. Et donc là, on a une réserve d'eau qui se remplit. Alors maintenant, on respecte des dates, c'est-à-dire de novembre à avril. On peut la remplir en laissant des billes réservées sur la petite rivière qui l'alimente. Et le reste du temps, on ne puise plus dans la rivière. Je crois qu'il faut penser à la terre qu'on va laisser à nos enfants,
La terre, c'est la commune, ce sont nos espaces verts. Tout ceci, il faut leur transmettre un environnement propre, sain, bien géré, et puis pour que ça continue. Voilà, donc cet ouvrage a été mis en place avec l'aide de l'EPL pour justement donc avoir une mémoire de la crue de 21 septembre 80. Et ici, il y avait à peu près 1,80 m d'eau. Alors les conséquences, heureusement pour nous, donc les anciennes municipalités, je dirais les anciens maires, n'ont jamais donné de permis de construire en zone inondable. Alors les mesures donc, ce sont essentiellement des mesures pour protéger le village du bourg de Cussac. La Loire, eh bien, on essaie donc avec le CICALA de pouvoir dégager les troncs d'arbres, si vous voulez, qui sont morts, de pouvoir effectivement donner, comme je disais tout à l'heure, bon, à la nature ses droits, mais quand même retrouver un peu son lit. Et aussi, nous avons donc sur le plateau évité des constructions en zone constructible pour justement éviter d'imperméabiliser les sols et qu'on puisse, à ce moment-là, l'eau s'infiltre plus facilement que d'avoir aussi soit des fossés donc ils sont busés, soit des cours imperméabilisés. Et nous avons bien sûr à cœur d'assainir les villages. J'avais construit une station d'épuration que l'on a donc refaite avec une équivalent de 3500 équivalents habitants. Et nous prenons une partie de deux communes, la commune de Saint-Christophe et la commune de Solignac, qui viennent aussi se déverser ici. C'est-à-dire que petit à petit, on arrive à assainir notre fleuve Loire. Et le fleuve Loire, je lisais aussi sur des archives que c'est un fleuve généreux, mais qui est impétueux, et il faut vivre avec. Donc on est ici sur la rivière Lagagne, qui est une rivière donc gabarit moyen. Donc on est très proche ici en fait de la confluence de la Loire, hein, donc sur la partie vraiment aval du cours d'eau. À cet endroit, donc, on trouvait un seuil qui servait à alimenter un ancien moulin. Ce barrage était particulièrement gênant dans le sens où c'était le premier en fait, que rencontraient les poissons depuis le fleuve en remontant. Donc les propriétaires sur les cours d'eau classés doivent rendre leurs ouvrages franchissables. Donc on leur demande effectivement de restaurer la continuité écologique. La notion de continuité écologique, c'est permettre la circulation des espèces. On a souhaité accompagner le propriétaire dans un projet de suppression de cet ouvrage. On lui a proposé une assistance complète en fait. On est devenu maître d'ouvrage des travaux, du projet, des études et des travaux. Et donc on a tout conduit pour lui. Dans une perspective de réchauffement climatique, de changement climatique qui est là maintenant. On n'est même plus dans une perspective, on est dans ce qui nous arrive maintenant. Les espèces de poissons, hein, qui sont chez nous des espèces d'eau froide, vont avoir de plus en plus besoin de se déplacer pour aller rechercher des zones thermiquement plus fraîches en fait, sur l'amont des cours d'eau. Si elles n'arriveront pas à faire ça, elles risquent de disparaître. La restauration de la continuité écologique est un point primordial effectivement de la restauration de nos ressources piscicoles. Alors JetCut, c'est une société qui fait de la découpe jet d'eau en sous-traitance. Le principe, c'est de découper avec de l'eau des produits qui soient métalliques, composites ou matériaux tendres. Le principe est que l'eau ne sert qu'à propulser l'abrasif et c'est l'abrasif qui coupe. À l'époque, c'était même pas le coût, c'était plus l'éthique. Donc à l'époque, on utilisait à peu près 15 000 m3 d'eau. Ça me semblait être un vrai gaspillage. Et donc on a initié avec un constructeur de faire des bacs tampons où on récupérait l'eau pour ne plus jeter cette eau à l'égout, mais pour la récupérer. Notre grosse innovation, ça a été d'aller plus loin dans l'eau. Plutôt que de l'utiliser que sur la cuve tampon, on va dire, d'économiser cette eau-là, on a essayé de couper avec de l'eau recyclée. Alors couper avec de l'eau recyclée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a déjà tout un traitement derrière. On a 157 000 litres d'eau qui sont enterrés dans les cuves et dans les talus.
Et on récupère toute cette eau et ensuite on la filtre. Donc on a une station de traitement où on filtre, on osmose et où on filtre les ultraviolets, enfin on filtre tout le système pour pouvoir le réinjecter et là découper. Donc là dans ce cas-là, l'eau passe à 6000 bars de pression et passe dans notre process. Alors en dehors de toutes les litres d'eau qu'on a économisés, et je crois que cet été vient de nous prouver qu'il y avait besoin quand même d'y faire très attention, on a quand même de gros clients qui se veulent politiquement très attentifs à des fournisseurs qui sont engagés dans cette démarche. Éthiquement, on a décidé de le faire parce que on ne peut pas avoir tension comme ça à venir sur l'eau, que je pressentais déjà il y a déjà quelques années. Je pense qu'il y a 15 ans, je n'avais pas une volonté farouche d'être écologique. Mais j'étais animé quand même d'une prise de conscience d'une certaine situation, d'un devoir civique, d'une obligation vis-à-vis de nos enfants, et que de toute façon, l'eau ne ferait qu'augmenter. Donc un jour, ça deviendrait une raison économique. Je suis exploitant agricole. Nous exploitons une centaine de vaches laitières en GAEC. On s'est posé la question, pourquoi pas valoriser les branches et les arbres du bocage pour mettre en place une litière sur certaines parties de l'exploitation, bien sûr, pas sur toutes, mais sur peut-être des aires paillées utilisées pour les petites génisses éventuellement. Alors, il est intéressant de définir le bocage. En fait, le bocage, c'est l'ensemble des arbres qui poussent en dehors de la forêt. Donc, ils sont sous forme de haies, d'arbres isolés, d'alignements d'arbres, de haies de bord de cours d'eau, voire de bosquets aussi qui sont pâturés par les vaches. Alors, nous travaillons sur une substitution de la paille par de la plaquette de bois en litière. La litière, c'est ce qu'on met sous le pied des vaches, qui leur permet d'être restées propres. Donc, en général, les agriculteurs utilisent la paille, mais là, on travaille sur une substitution de la paille qui est de moins en moins présente sur les exploitations par de la plaquette de bocage. Au sein de la CUMA, nous avons une dizaine d'agriculteurs qui utilisent déjà le bois bocager, la plaquette donc forestière issue de bois bocager en litière. La plaquette litière, elle est drainante, elle est stabilisée, elle apporte une très bonne portance. Donc la CUMA dispose d'une déchiqueteuse de bois, mais en relation aussi d'autres CUMA qui disposent de matériel de coupe, notamment, pour intervenir par rapport à cette action. Nous, au Cicala, si on a choisi de travailler sur le bocage, c'est parce que d'un point de vue de l'eau, on a des avantages à préserver ce maillage bocager. En fait, les haies, elles ont plusieurs avantages pour l'eau. Elles permettent notamment de filtrer en fait toutes les particules qui pourraient arriver autrement au cours d'eau. Elles permettent de retenir aussi des sols. Et donc dans ce sens-là, en fait, on a déjà des exemples qui nous montrent sur d'autres territoires que la haie, c'est quelque chose qui doit être conservé. On a eu besoin d'aller chercher aussi des compétences et de l'expérience auprès d'autres partenaires. Et donc, suite à cette étude qui était menée par la mission haie, on est allé aussi chercher la Fédération des CUMA et la Chambre d'agriculture pour que finalement, cette action, elle permette encore une fois de réunir et d'aller chercher les compétences dans les structures qui les ont. Celnat nous avait démarché avec la Chambre d'agriculture et l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique, pour monter un projet sur ces céréales sur lesquelles il manquait des références, du moins des références locales. L'enjeu environnemental, il était double, on va dire. Déjà, les céréales population, elles sont réputées avoir par exemple des pouvoirs couvrants plus intéressants que d'autres variétés. Donc pour maîtriser notamment l'enherbement des parcelles sans produits phytosanitaires, ça peut être un intérêt supplémentaire, en fait un levier agronomique de plus pour les agriculteurs. Et l'autre enjeu, c'était en fait de créer un nouveau débouché pour des agriculteurs bio et donc comme ça favoriser en fait le développement des productions bio sur le département. Pour Celnat, il y avait plusieurs enjeux derrière. Déjà avoir des produits qui sont nutritionnellement très intéressants. Aujourd'hui, il y a encore peu on va dire vraiment de preuves scientifiques sur le fait que les blés population soient plus intéressants au niveau nutritionnel, mais on commence quand même à avoir des choses qui apparaissent, notamment là sur les questions de gluten, sur les questions de minéraux, et nous on voulait vraiment travailler là-dessus, et en plus développer une filière qui puisse être locale,
et la plus, on va dire, éthique possible. On a voulu valoriser l'expertise de chacun en local. Donc on a associé Haute-Loire Biologique, donc qui représentait les agriculteurs et qui a pu aussi nous fournir les premières semences. On allait chercher l'expertise agronomique de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire et ensuite l'ITAB, donc l'Institut technique de l'agriculture biologique, qui est l'institut technique en fait de référence pour l'agriculture bio. Je suis paysan d'agriculture biologique. Donc mon projet a démarré en 2014. Donc historiquement à la maison il y avait de l'élevage. Donc moi j'ai repris la ferme suite au décès de mon père et j'ai décidé de remultiplier les variétés anciennes de 4 espèces, blé, seigle, orge et avoine. Le projet avait toute sa place dans la mesure où il y avait un manque cruel de semences. L'intérêt de ces variétés et de ces espèces, c'est que d'un point de vue environnemental, elles sont plus rustiques, plus adaptées au territoire, hein, parce que c'est des variétés anciennes. Elles ont une faculté d'adaptation au terrain, mais aussi au changement climatique. Et dans une période où les ressources en eau sont comptées, elles sont moins exigeantes de ce point de vue-là également. Moi, mon message, il est clair, hein. En fait, c'est redonner de la noblesse au métier de paysan. Hein. Aujourd'hui, on vit dans un monde, on a un modèle agricole qui, à mes yeux, est dépassé. Aujourd'hui, on a 50 ans de recul. Et on sait que la chimie ne nous a pas forcément apporté que du bien. Donc, tous les problèmes environnementaux, de santé publique que ça pose. Et aujourd'hui, je pense que nous, on propose des alternatives à l'échelle humaine, déjà à l'échelle locale aussi, et redonner vraiment un sens à ce métier. Le Cicala Haute-Loire, c'est un syndicat intercommunal d'aménagement de la Loire et ses affluents. On est un syndicat de rivière, on travaille du coup pour la protection et la restauration des milieux aquatiques essentiellement. Il se trouve que sur ce territoire-là, on est porteur d'un contrat territorial, c'est un programme d'action qui est établi sur 5 ans avec notamment l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est le partenaire principal. Et on mène des travaux donc, de restauration de berges comme ce qui peut être fait sur la Loire à Solignac où on intervient pour restaurer les berges qui ont été érodées. On utilise les végétaux pour restaurer les berges, restaurer une ripisylve adaptée qui va pouvoir avoir toutes les fonctions naturelles donc de maintien des berges, d'habitat, de corridors écologiques, etc. Et qui va nous permettre du coup de protéger les enjeux qu'on a à l'arrière, en l'occurrence sur ce site un chemin rural. Voilà, donc c'est une technique qui utilise des sols essentiellement avec des pieux et on vient terrasser la berge et replanter ces arbres. On intervient aussi, du coup, comme c'est le cas ici, sur des exploitations agricoles pour limiter le piétinement des berges notamment et puis le piétinement des zones humides. Donc voilà, on aménage en concertation avec les exploitants notamment des points d'abreuvement, des clôtures. Alors moi j'ai découvert la démarche du Cicala dans le bulletin municipal du Crot de Géoran. On a découvert qu'on pouvait améliorer l'accès à l'eau du bétail. Donc déjà ça nous a intéressés et puis avec mon compagnon François on est tous les deux sensibilisés à la valorisation et au maintien de la biodiversité. En fait les vaches quand elles traversaient les cours d'eau elles mobilisaient beaucoup de matériaux, ça créait à la fois de la turbulence et de l'opacité dans le cours d'eau. Et donc là maintenant que le Cicala a bien empierré les passages, c'est bon, ça mobilise plus de matériaux, les vaches ne s'enfoncent plus jusqu'aux genoux. Donc du coup, quand on aménage des points d'abreuvement chez les exploitants, c'est adapté sur chaque parcelle au contexte. Il se trouve que quand on est en zone humide, on peut aménager un système de mares pour avoir une réserve d'eau. Avec un tuyau, on déporte le bac sur la partie la plus sèche de la parcelle, qui est moins soumise du coup au piétinement, qui supporte plus l'accès du bétail. Et ça permet d'avoir un bac qui est sur une zone sèche pour les bêtes, c'est aussi plus intéressant en termes sanitaires, d'avoir une eau qui reste propre et d'avoir un impact limité sur le milieu aquatique. Le Cicala, ils ne sont pas là pour juger nos pratiques ou pour dénigrer ce qu'on fait. Ils ne sont pas là non plus pour nous empêcher d'avoir accès aux cours d'eau, ils sont là pour valoriser les milieux et protéger la biodiversité. Toutes ces bonnes pratiques, il faut qu'on les diffuse. Il faut que chacun s'en empare, individuellement, en tant que professionnel, en tant qu'usager, qu'on soit dans le domaine du privé comme du public. Voilà, alors mobilisons-nous, il faut qu'on fasse mieux pour maintenir en quantité et en qualité ce magnifique territoire qu'est la Loire amont. Alors allons-y.